En physique, on aime quand une théorie colle aux observations. Mais parfois, c'est l'inverse. La théorie vous promet un effet bien visible, et dans la réalité, cet effet est quasiment nul. Imaginez que vous construisiez une magnifique machine, parfaitement huilée, et qui, selon vos plans, devrait faire un bruit fort et régulier. Vous l'allumez, et elle reste silencieuse. Pas juste un peu discrète, mais totalement muette. Ça intrigue, ça frustre, et ça donne surtout envie de comprendre pourquoi. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec une partie du modèle standard, la grande théorie qui décrit les particules et leur interaction. Dans un de ces chapitres, plus particulièrement dans la chromodynamique quantique, ou QCD, vous verrez ce que c'est après, qui est la théorie des forces qui lie les quarks à l'intérieur des protons et des neutrons. Et il existe un terme dans les équations qui devrait provoquer une violation symétrique, appelée CP. Ce terme, il prédit un effet mesurable dans les propriétés électriques du neutron, comme une petite bosse de charge positive d'un côté et négative de l'autre. Et pourtant, quand les expériences essaient de voir si le neutron a un petit déséquilibre électrique à l'intérieur, un peu comme si ces charges positives et négatives étaient légèrement décalées l'une par rapport à l'autre, eh bien, elles ne trouvent rien. Pas de bosse, pas de déséquilibre, pas de polarité détectable. Le résultat est presque parfaitement nul. Tellement nul que c'en est bizarre. Alors si vous n'avez pas compris, vous en faites pas, on va développer ça par la suite. C'est comme si les paramètres de la théorie étaient réglés avec une précision absurde, à un niveau qui paraît totalement artificiel. Les physiciens appellent ça le problème CP fort. Mais alors, pourquoi ce paramètre n'est-il pas grand comme la théorie le permet, mais ridiculement petit? Eh bien, dans les années 70, deux chercheurs trouvent une solution élégante. Et si ce paramètre mystérieux n'était pas figé, mais pouvait varier, s'autoréguler, pour revenir à zéro. Pour ça, ils inventent une nouvelle symétrie, qui modifie les équations et supprime automatiquement l'effet attendu. Mais cette idée a un prix, ou plutôt, un cadeau surprise. Elle prédit qu'une nouvelle particule doit exister. Une particule très légère, neutre, quasiment invisible, et qui interagit à peine avec la matière. Amusés par le fait que cette particule nettoie le problème théorique, les chercheurs la baptisent axion, comme une lessive. Et là, coup de théâtre. Cette particule, conçue au départ pour corriger un détail de la physique des quarks, pourrait aussi résoudre un mystère bien plus grand, et en l'occurrence celui de la matière noire. Cette matière invisible qui compose la majeure partie de la matière de l'univers. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler des axions. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'intro était un peu compliquée, mais vous allez voir qu'on va développer tout ça un peu plus tranquillement par la suite. Donc j'espère que je vous ai pas trop perdu dès le début. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous. Moi, tout va super. Tout va bien. Et puisque tout va bien, on va prendre un petit commentaire. Je scroll. Une question qu'on m'a beaucoup posée. D'où vient ton accent? Les gars, c'est, je pense, la chose qu'on m'a le plus posée depuis que j'ai commencé à faire des vidéos. D'où vient mon accent? Les amis, c'est vraiment... Enfin, déjà, dites-moi, est-ce que vous remarquez que j'ai un accent ou pas? Parce qu'au début, je m'en rendais pas compte. Et au fil du temps, j'ai commencé un peu à m'en apercevoir. En fait, je parle un peu comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. Là, si je prononce un peu le truc, je parle un peu comme ça. Je sais pas si ça se remarque ou pas. Et en fait, je pense pas que ce soit un accent, je pense que c'est juste une manière de parler, que, je sais pas, j'ai appris à parler comme ça. Je pense que par contre, j'ai fait beaucoup d'efforts sur ma manière de parler depuis que j'ai commencé à faire des vidéos. Parce que quand vous regardez mes anciennes vidéos, vous verrez que je parle vraiment, j'ai vraiment cet accent-là qui est marqué, et maintenant je l'ai beaucoup moins. Et c'est tout simplement parce que, vu que vous m'écoutez, c'est normal que je fasse beaucoup d'efforts pour parler correctement. Donc maintenant, je pense l'avoir encore un petit peu, mais il est beaucoup moins marqué, quoi. Mais sinon, je sais pas, pourtant, je viens vraiment de France, de Normandie plus précisément. J'ai pas eu une éducation qui m'a fait avoir un accent particulier. Donc je pense que c'est juste, je sais pas, je sais pas. Dites-vous que carrément, je suis allé voir un orthophoniste un jour, il y a genre 1 an, 2 ans, pour ça. Sauf qu'au final, il m'avait pas du tout aidé, et je crois que même lui ne comprenait pas d'où ça pouvait venir. Enfin bref, voilà, j'espère que ça peut répondre à votre question. Et n'hésitez pas en vrai si vous avez d'autres questions comme ça, dites-moi en commentaire, je vais bientôt faire une vidéo FAQ d'ailleurs, mais même de manière générale, je pense qu'à toutes les vidéos, je vais lire une petite question ou un petit commentaire comme ça à chaque intro. Voilà, je pense que ça peut être cool, parce qu'on me reproche de pas interagir avec vous alors que je fais le maximum possible pour lire vos commentaires et y répondre. Mais bon,
J'ai mal pris un jour un commentaire qui m'avait dit ça, c'est pour ça. Bref, avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, c'est gratuit et moi ça me soutient. Vous pouvez aussi aimer cette vidéo en appuyant sur le petit pouce. Si vous le faites pas, ça veut dire que vous n'aimez pas cette vidéo et je serai très déçu. Mais en vrai, vous faites comme vous voulez, ça fait super plaisir en tout cas. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne encore plus, eh bien vous pouvez la rejoindre. Ça vous permet d'avoir des avantages exclusifs, comme voir les vidéos en avant-première, parfois une semaine avant leur sortie officielle. Donc voilà, n'hésitez pas à scanner ce QR code là, sinon il y a le lien en description et ou en commentaire épinglé. Et aussi pour ceux qui ne savent pas, je publie toujours mes vidéos un jour en avant-première sur Spotify, sur mon podcast Mystère Étoile. Donc, pour ceux qui veulent un petit peu d'avant-première gratuitement, c'est le tips. Enfin bref, je pense que j'ai fait un peu le tour. J'espère que cette vidéo va vous plaire et on est parti. Mais avant de voir en détail ce qu'est exactement l'axion, science oblige, on va revenir très rapidement sur les équations fondamentales. Parce que ces équations, véritables murs porteurs de la physique, ne sont pas juste des lignes mathématiques jolies à regarder. Elles font des promesses. Elles disent que si une structure est correcte, alors on devrait voir tel effet dans la nature. Et la force forte, l'une des 4 interactions fondamentales, fait justement une promesse qui semble trahie par les observations. Mais qu'est-ce que c'est réellement que la force forte? Alors j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais vous inquiétez pas, on va faire un petit bref résumé. Alors la force forte, elle se tient aux côtés de 3 autres forces. La force faible, la force électromagnétique et la force gravitationnelle. Et même au-delà. Tout simplement parce que la force forte est la force la plus puissante connue dans l'univers. Mais plus concrètement, la force forte, c'est celle qui colle les protons et les neutrons entre eux dans le noyau. En fait, elle agit encore plus profondément, parce qu'elle maintient les quarks à l'intérieur même des protons et des neutrons, grâce à des particules messagères qu'on appelle les gluons. La théorie qui décrit tout ça, comme on l'a vu, s'appelle la chromodynamique quantique, ou alors abrégée QCD, et c'est une des pierres angulaires du modèle standard de la physique des particules. Et comme toute bonne théorie, la QCD est décrite sous forme d'équations précises, avec ses symétries, ses constantes et une petite subtilité. Mais laquelle? Eh bien, c'est une symétrie un peu particulière, la symétrie CP. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le mélange entre 2 symétries différentes. La symétrie C de charge, qui signifie qu'on échange la matière et l'antimatière, et la symétrie P pour la parité, qui correspond à l'inversion gauche-droite. Comme si on regardait une scène dans un miroir. Si une interaction respecte la symétrie CP, ça veut dire que l'univers ne change pas si on échange matière-antimatière, et qu'on inverse l'espace. Certaines interactions, comme la force faible, violent déjà CP, et on sait l'expliquer. Mais la QCD, elle, peut aussi violer cette symétrie, et sur le papier, il n'y a rien qui empêche cette violation d'être énorme. En langage simple, les équations de la force forte autorisent un gros déséquilibre entre matière et antimatière. Et pourtant, c'est loin d'être ce qu'on observe. En fait, pour tester cette idée, les physiciens ne cherchent pas directement la violation CP forte dans un collisionneur de particules. Ils mesurent le moment dipolaire électrique du neutron. C'est-à-dire si ces charges internes sont un peu décalées, créant une minuscule polarité électrique. Alors, je sais, c'est un peu particulier, mais pas de panique. Imaginez un neutron comme une petite sphère neutre. À l'intérieur, les quarks portent des charges, positives et négatives. S'il y a une violation CP forte, ces charges devraient être légèrement déplacées l'une par rapport à l'autre, comme 2 poids mal centrés sur une balle. Et ça se mesurerait comme un infime pôle électrique du neutron, une sorte de tendance positive ou négative de cette sphère. Comme la Terre a un pôle plus et moins au niveau de son champ électromagnétique. Sauf que les mesures ne disent rien. Ou plutôt, le résultat est tellement petit que ça en devient ridicule. Ça revient à moins de 10 puissance moins 26 e-cm. C'est-à-dire un 0 suivi de 26 décimales avant d'atteindre la valeur mesurée. À titre de comparaison, c'est comme mesurer un décalage de quelques micromètres sur la distance Terre-Soleil. Et si je peux vous donner un exemple plus commun, c'est comme si la nature avait un bouton de volume capable d'aller jusqu'à 100, mais qu'il est resté bloqué à 0,00000000001. Je crois que j'ai pas dit le bon nombre de zéros, mais vous avez compris. Et pourquoi ce faible décalage est si dérangeant? Parce que oui, ce n'est pas juste une bizarrerie. C'est un vrai problème théorique qu'on appelle le problème CP fort.
Parce que si la QCD ne fixait pas de limite, ce moment dipolaire électrique devrait être des milliards de fois plus grand. La seule façon de l'expliquer aujourd'hui, c'est de dire que le paramètre θ de la QCD, celui qui quantifie cette violation, est incroyablement petit. Tellement petit qu'on n'a aucune raison naturelle de penser qu'il devrait l'être. C'est un peu comme si vous arriviez dans une cuisine et que vous voyez un four réglé sur 200 000 degrés, mais qui chauffe en réalité à une température ambiante. Vous savez que le bouton est censé faire monter la température, mais il semble réglé pile poil sur 0, sans que personne n'explique pourquoi. Et c'est là qu'entre en scène le vrai mystère. Pourquoi la nature semble-t-elle avoir réglé le paramètre θ sur 0? Est-ce un simple hasard cosmique? Ou bien existe-t-il un mécanisme caché qui l'impose? Eh bien, on va voir comment cette énigme a poussé les physiciens à inventer l'une des idées les plus élégantes et intrigantes de la physique moderne. Et c'est là que l'axion va commencer à se profiler. Mais avant d'expliquer vraiment ce que c'est, on va faire un petit point histoire et définition mathématique. En 1977, Roberto Peccei et Helen Keane proposent une idée complètement nouvelle. Au lieu de simplement accepter que la nature ait réglé le bouton de violation CP à presque 0 par hasard, ils se font une réflexion intéressante. Et si ce bouton n'était pas figé? Et si la nature avait un mécanisme automatique qui, quoi qu'il arrive, le ramène toujours à 0? Leur réponse est relativement simple sur le papier, mais très compliquée à mettre en place. Il faut inventer une nouvelle symétrie globale dans les lois de la physique, qu'on appelle aujourd'hui la symétrie Peccei-Keane ou symétrie PQ. Mais c'est quoi une symétrie? Eh bien, comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être déjà, en mathématiques, une symétrie désigne une transformation qui préserve la forme ou la structure d'un objet. Par exemple, dans le cadre de la symétrie géométrique, si on prend un carré, qu'on le tourne à 90 degrés, il reste identique. Ici, on a une invariance par rotation. Autre exemple, pour une symétrie axiale. Si on plie une feuille le long d'un axe, les deux moitiés se superposent parfaitement. De façon plus abstraite, en algèbre ou en physique, on parle aussi de symétrie quand les équations restent inchangées après une transformation, comme une rotation, translation, inversion, etc. Et c'est ce principe qui inspire la notion de symétrie en physique des particules. Mais attention, en physique, une symétrie, ce n'est pas là pour faire joli. C'est une propriété fondamentale qui dit que si on transforme un système d'une certaine façon, les lois restent les mêmes. Par exemple, les lois de la physique sont les mêmes aujourd'hui qu'hier. Ici, ça veut dire qu'on a une symétrie dans le temps. Aussi, ces lois sont les mêmes à Paris qu'à Tokyo. Donc, on a une symétrie dans l'espace. Bref, ce petit rappel est fini, on retourne à la symétrie PQ. Mais qu'est-ce que c'est concrètement? Bon déjà, il faut savoir que la symétrie PQ, elle, est plus abstraite. En réalité, c'est une transformation dans l'espace des particules et des champs invisibles à l'œil nu, mais qui a bien un effet concret, parce qu'elle empêche la force forte de violer CP de manière importante. Alors je sais, c'est un peu complexe, même pour moi, mais je vais imager tout ça en reprenant l'exemple du volume de tout à l'heure. Alors écoutez bien. Imaginez que l'univers est un bouton de volume invisible, caché dans ses lois fondamentales. Ce bouton, c'est la symétrie PQ. Et quoi qu'il arrive, il se règle tout seul pour mettre le son exactement à 0, dès qu'il détecte un grésillement gênant. Et ici, le grésillement, c'est la violation CP de la force forte que la théorie prédit. En fait, la symétrie PQ agit comme un réglage automatique qui élimine ce bruit, sans qu'on ait besoin d'intervenir. Et c'est là qu'apparaît l'axion, un peu comme le messager qui permet à ce bouton invisible de fonctionner dans le monde réel. En fait, l'idée derrière tout ça, c'est que cette symétrie agit comme un thermostat universel. Imaginez que vous essayez de chauffer une pièce, mais le thermostat, d'une manière ou d'une autre, réajuste automatiquement la température pour qu'elle reste toujours à 20 degrés, même si vous ouvrez les fenêtres ou vous allumez un radiateur. Ici, la température est le fameux paramètre θ de la QCD, responsable de la violation CP. Et dans la théorie originale, θ est une constante fixe, qu'on ne sait pas expliquer. Mais avec la symétrie PQ, θ devient une variable dynamique, capable de bouger jusqu'à atteindre naturellement la valeur 0. Résultat, plus de violation CP gênante, et pas besoin de réglage manuel improbable. C'est un changement de perspective complet.
Et c'est d'ailleurs ça qui rend l'idée si puissante. On ne supprime pas le terme gênant de la QCD, on change la théorie pour qu'il se neutralise tout seul. C'est élégant, naturel, et ça résout un problème conceptuel vieux de plusieurs décennies. Mais ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts, non. En fait, il y a une contrepartie à cette nouvelle symétrie, un effet secondaire lourd de conséquences. Parce qu'en physique théorique, chaque nouvelle symétrie globale est cassée spontanément. C'est-à-dire qu'il n'est plus parfaitement respecté quand l'univers se refroidit, donne naissance à une nouvelle particule, etc. Et dans ce cas précis, la particule prédite s'appelle l'axion. Ça y est, on y est. Mais pourquoi l'axion? Eh bien, vous verrez, l'histoire en vaut le détour. En fait, Frank Wilczek, prix Nobel, cherchait un nom qui sonne bien et qui illustre le rôle de la particule. Il a pensé à une marque américaine de lessive, Axion, parce qu'elle nettoyait le problème du CP fort. Au final, on a une particule aux propriétés fascinantes et un nom qui accroche. Mais à cet attendu, on va rentrer dans le vif du sujet, l'axion et ses propriétés. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est vraiment? Eh bien, à ce stade, voici ce qu'on sait. L'axion est une particule extrêmement légère. On parle ici de milliards de fois plus léger qu'un électron. C'est aussi une particule qui interagit très faiblement avec son environnement. Elle traverse la matière presque comme un fantôme. Mais surtout, elle est extrêmement difficile à détecter. Mais j'attire votre attention sur un point. L'axion, ce n'est pas un gadget. Il n'a pas été inventé pour faire joli, ou combler un trou dans le tableau périodique des particules. Non, il est la conséquence inévitable de la symétrie PQ. Et c'est là où ça devient encore plus excitant. Parce qu'en explorant les propriétés de l'axion, les physiciens se sont rendus compte qu'ils pourraient expliquer la matière noire. Et oui, cette matière invisible qui compose plus de 27% de la matière de l'univers, qu'on ne voit pas, mais dont on sent la présence par sa gravité. Ce qui était au départ une astuce pour corriger un détail théorique est devenu un candidat cosmologique majeur. Mais comment c'est possible? Comment une particule née d'un problème microscopique pourrait avoir façonné l'univers à l'échelle cosmique? Eh bien, pour entrevoir une réponse cohérente, il faut aller voir dans une physique extrêmement complexe, mais fascinante, la physique des particules. Parce que, pour un physicien, l'axion est un boson pseudo-scalaire. Alors, je sais là que 95% d'entre vous n'ont rien compris, mais c'est normal. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. En fait, un boson, c'est une particule qui transporte une interaction, ou un état collectif, contrairement aux fermions qui constituent la matière solide, comme les électrons par exemple. Alors, ok pour le boson, mais pseudo-scalaire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire qu'on a ici une particule un peu différente des autres particules connues, parce que celle-ci a un spin nul. Mais qu'est-ce que ça change exactement? Alors déjà, le spin, c'est une propriété quantique intrinsèque des particules. C'est pas une rotation comme une toupie, mais ça joue un rôle comme si la particule avait une sorte de petite étiquette de rotation attachée à elle. De manière plus générale, les particules peuvent avoir des spins entiers, 0, 1, 2 ou demi-entiers, 1 sur 2, 3 sur 2, etc. En réalité, ce nombre détermine la manière dont elles obéissent aux règles de la mécanique quantique. Alors je sais, c'est pas forcément évident, alors on va prendre un exemple concret, les électrons. En fait, les électrons qui sont pour rappel des fermions ont un spin 1 sur 2, ou 1 demi. Et ça veut dire qu'ils obéissent au principe de Pauli, qui dit que deux électrons ne peuvent pas occuper exactement le même état. Autre exemple avec les photons. Les photons ont un spin de 1. Ce sont des bosons, et eux, au contraire, aiment partager le même état. D'où la création des lasers par exemple. Une succession de photons alignés en partageant le même état. Mais quand on dit qu'une particule a un spin nul, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire qu'elle n'a aucune étiquette de rotation. Peu importe l'angle ou la direction par laquelle vous la regardez, elle reste identique. Elle est parfaitement isotrope dans son comportement quantique. Ça veut dire que son comportement ne dépend pas de son spin. Et ça, c'est une première. Bref, c'était le moment un peu complexe de la vidéo, et pour ceux qui n'ont pas compris ou qui pensent avoir compris, voici ce qu'il faut retenir. Une particule de spin 1,5, c'est comme une flèche. Elle a une orientation qu'il faut prendre en compte. Une particule de spin 1, c'est un peu comme une petite flèche double. Encore plus de façons d'être orientée. Mais une particule de spin 0, c'est une bille parfaite.
Pas d'orientation, pas de direction, totalement symétrique. Mais pourquoi c'est si important pour l'axion? Eh bien, le fait d'avoir un spin 0 signifie que l'axion est un boson pseudo-scalaire, comme on a vu. En gros, c'est comme si c'était le spin nul qui donnait à l'axion son rôle de boson pseudo-scalaire. Et contrairement aux photons ou aux électrons, il ne porte pas d'informations directionnelles. Et c'est logique dans un sens. Parce que ça explique, en partie, pourquoi l'axion est si discret. Parce que oui, l'axion est un fantôme cosmique. Il interagit très faiblement avec le reste de la matière et ne laisse pas de traces évidentes, comme des polarisations ou des orientations préférées. Et tout ça découle directement de la symétrie PQ. L'axion n'est pas là par hasard. Il est mathématiquement obligé et comme on vient de le voir, l'axion interagit si faiblement avec la matière qu'il est quasiment indétectable. Sauf dans un cas bien précis, dans un champ magnétique puissant, là où il peut se transformer en photon, la particule de lumière, et inversement. Oui, vous avez bien entendu. Il s'agit là d'une particule qui, sous un champ magnétique intense, se transforme en lumière. Et c'est d'ailleurs cette propriété qui inspire la plupart des expériences de détection. On met un champ magnétique géant, on écoute les signaux lumineux, et on espère voir passer un axion se métamorphoser en photon. Et tant qu'on en est à parler d'axion, j'aimerais vous mettre en garde sur un point. Peut-être qu'après cette vidéo, certains d'entre vous iront chercher plus en détail ce qu'est vraiment cette particule et sa complexité. Dans ces cas-là, vous risquez de tomber sur deux types d'axions. Les axions QCD et les axions ALP, qui sont fondamentalement différents. En fait, l'axion QCD, c'est la particule prévue à l'origine par Pecay et Keene, donc pour résoudre le problème CP4. C'est celle qu'on étudie ici. Par contre, les ALP, pour Axion-like Particles, sont des cousins théoriques. En réalité, ils sont prévus dans d'autres modèles qui ne viennent pas de la QCD, mais qui se comportent de manière similaire. Les ALP apparaissent dans plusieurs théories de la physique au-delà du modèle standard, comme la théorie des cordes. Pour ceux qui veulent d'ailleurs en apprendre plus sur la théorie des cordes, je vous mettrai justement cette vidéo à la fin. Pourquoi c'est si crucial d'étudier les axions? Eh bien en fait, la recherche sur l'axion, c'est un double pari. Gagner sur le plan microscopique pour résoudre le problème CP4, et gagner sur le plan cosmique pour espérer identifier la matière noire. Autrement dit, si on le trouve, ce sera une double révolution, à la fois en physique des particules et en cosmologie. Maintenant qu'on sait à quoi ressemble ce fantôme cosmique, on va voir comment une particule née d'un problème théorique minuscule pourrait avoir façonné tout l'univers à grande échelle. Et pour voir tout ça, on va devoir revenir sur quelque chose que j'ai dit. Parce que, je sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai parlé de matière noire. Mais comment c'est possible? Quel est le lien entre l'axion et la matière noire? L'histoire de l'axion est déjà surprenante, inventée comme un correctif théorique pour sauver la force forte. Il se retrouve candidat à l'un des grands mystères de l'univers, la matière noire. Comment est-ce possible qu'une particule née d'un problème microscopique en physique des particules devienne potentiellement la charpente invisible de l'univers? Mais d'abord, c'est quoi la matière noire exactement? En fait, quand les astronomes observent le ciel, ils voient des galaxies entières tournoyer, des amas de galaxies maintenus ensemble. Mais il y a un problème. La matière visible, donc les étoiles, les gaz, les poussières, n'est pas suffisante pour expliquer toute cette gravité. Et cette conclusion n'est pas sortie de nulle part. En fait, il y a 3 indices majeurs qui confirment l'existence de la matière noire. Le premier, c'est les vitesses de rotation des galaxies. De ce que l'on observe, les étoiles en périphérie des galaxies tournent bien trop vite. Et sans une masse supplémentaire invisible, elles devraient être éjectées dans l'espace. Imaginez une toupie géante, quand elle tourne lentement, ses parties extérieures tiennent sans problème. Mais si elle tourne trop vite, les morceaux au bord devraient être projetés dans tous les sens. Or, quand on regarde les galaxies, c'est exactement ça. Les étoiles en périphérie tournent aussi vite que celles proches du centre. En théorie, elles devraient être éjectées comme des enfants assis sur le bord d'un manège, lancés à toute allure. Et pourtant, elles restent bien accrochées. C'est comme si un poids invisible, une colle gravitationnelle mystérieuse, maintenait le tout en place. Ce poids invisible, c'est la matière noire. Deuxième indice, ce sont les amas de galaxies. Eux sont maintenus ensemble par une force gravitationnelle énorme. Mais d'après ce qu'on a pu observer, la masse visible ne suffirait pas. Et enfin, troisième et dernier indice de l'existence de la matière noire,
c'est ce qu'on appelle les lentilles gravitationnelles. En fait, c'est un phénomène assez courant dans l'univers. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien ça correspond à la déviation de la lumière des galaxies lointaines par une masse fantôme. Enfin du moins, qui ne correspond pas à la matière visible. Résultat, les physiciens ont dû admettre qu'il existe une substance invisible, transparente, indétectable par la lumière, mais qui pèse lourd. Et quand je dis lourd, c'est très lourd dans l'univers. On l'appelle matière noire, et tenez-vous bien, elle représente environ 27% de toute la matière de l'univers. Donc en gros, tout ce qu'on voit, les étoiles, les planètes, nous-mêmes, ne représentent qu'une petite fraction du contenu réel de l'univers. Bref, fin de parenthèse sur la définition de la matière noire. On retourne aux axions. Après ce rappel sur la matière noire, une question émerge. Quel est le lien entre les axions et cette fameuse matière invisible? Eh bien pour y répondre, on doit remonter le temps. Revenons au tout début. Il y a 13,7 milliards d'années. Allons voir la naissance cosmique des axions pour rendre les choses plus simples. On va imaginer l'univers juste après le Big Bang. Il est tout brûlant, dense, chaotique. Les lois de la physique ne sont pas encore figées. Les symétries se brisent les unes après les autres. Et parmi elles, la fameuse symétrie PQ, introduite par Pekka et Kin. Sauf que quand cette symétrie se brise, elle laisse derrière elle une nouvelle particule, l'axion. Mais ces axions ne sont pas produits comme des boulets de canon. Ils apparaissent de manière douce et collective à travers un mécanisme appelé misalignment, ou mauvais alignement en français. Alors comment ça marche? Bon, alors c'est un mécanisme un peu complexe, mais on va essayer de le simplifier au maximum. Et pour ça, pensez à une bille posée sur le flanc d'une colline. Au début, l'univers est si chaud et turbulent que la bille est figée, comme collée au sol. Mais dès lors que l'univers se refroidit, la bille commence à rouler et osciller doucement autour du creux. Ces oscillations du champ d'axion, eh bien ce sont les axions eux-mêmes. Pas des particules créées par des collisions violentes, mais plutôt une vague collective qui emplit l'espace de manière uniforme. Et comme ces oscillations ne disparaissent pas, elles agissent comme une réserve d'énergie stable. Exactement ce qu'il faut pour de la matière noire. Alors ça, c'est bien, on avance. Mais pourquoi l'axion colle si bien au portrait robot de la matière noire? En fait, la matière noire, on l'a dit, doit être invisible, car elle n'interagit pas avec la lumière. Elle doit aussi être stable parce qu'elle est présente depuis environ 13 milliards d'années. Et abondante, parce qu'elle est 5 fois plus présente que la matière ordinaire. Et l'axion? Eh bien, c'est une particule qui est extrêmement stable, car elle interagit très faiblement, qui est aussi quasiment invisible dû au fait qu'elle traverse la matière sans laisser de traces, et qu'elle peut être produite en quantité astronomique dès l'univers primordial. En d'autres termes, il remplit toutes les cases. Mais encore une fois, il y a un problème. Parce que jusqu'ici, on pensait qu'une autre famille de particules était liée à la matière noire, les WIMPs, pour particules massives interagissant faiblement. Et c'est là qu'apparaît un des plus grands duels liés à la matière noire. Alors qui sera le vainqueur? Axion ou WIMPs? Eh bien oui. Pendant des décennies, les favoris pour la matière noire étaient les WIMPs. Massives, stables, elles devaient être détectées dans les grands détecteurs souterrains, comme on en retrouve au Japon par exemple. Problème, on n'a toujours rien trouvé malgré des années de recherche. Les neutrinos stériles ont aussi été envisagés, mais eux, ils posent aussi des difficultés, et pas des moindres. Ils se désintègrent trop vite, ou alors ne sont tout simplement pas assez abondants. Résultat, l'axion, discret et léger, commence à séduire de plus en plus de physiciens. Et l'ironie dans tout ça, c'est qu'au final, l'axion est une solution de secours, qui pourrait finalement rafler la mise. Mais comment expliquer le lien entre axion et matière noire? Eh bien déjà, il ne s'agirait pas d'un lien à proprement parler. En fait, les axions pourraient former la matière noire directement. Et si c'est ça, alors ça veut dire qu'ils se regroupent par gravité autour des galaxies, pour former ce qu'on appelle des halos de matière noire. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, ces halos permettraient de maintenir les étoiles à leur place dans les galaxies, d'empêcher les galaxies aussi de se disloquer malgré leur vitesse de rotation, et même de dessiner la toile cosmique à grande échelle, les filaments de galaxies que l'on observe dans les simulations. Mais on peut aller encore plus loin, parce qu'en réalité, certains modèles prédisent même des structures encore plus étranges. C'est par exemple le cas des étoiles d'axion, des sortes de boules géantes et invisibles, faites uniquement de cette matière fantôme, ou encore des ondes de matière noire,
Parce que si les axions sont extrêmement légers, ils se comportent alors comme des ondes quantiques géantes qui traversent tout l'univers. Alors pour vous aider à mieux visualiser ce concept, voyez l'univers comme une gigantesque mer d'actions. Mais plus précisément, imaginez que l'univers entier baigne dans une mer invisible, qui oscille doucement, comme une houle calme et régulière. Cette mer, ce serait le champ d'action, imprégnant tout l'espace et exerçant sa gravité sans jamais interagir avec la lumière. On ne les voit pas, mais ce sont peut-être eux qui tiennent les galaxies ensemble, qui sculptent les grandes structures et qui tracent les autoroutes gravitationnelles de l'univers. En fait, ce qui était au départ un pansement théorique pour la QCD est peut-être la clé qui relie la physique des particules à la cosmologie. Et ça, c'est fou. Et maintenant, la question à 1 million d'euros est si les axions sont partout autour de nous, comment les détecter? Eh bien, on s'est rendu compte que trouver un axion, c'est un peu comme essayer de détecter le passage d'un fantôme qui traverse les murs sans bruit, sans odeur et sans trace. En fait, la définition de l'axion est l'archétype de la particule insaisissable. Il traverse la matière comme un spectre. Il interagit si faiblement qu'il ne laisse aucune trace directe. Et sa masse est minuscule. C'est bien qu'on ne sait même pas précisément quelle fréquence écouter. Pour les physiciens, c'est comme chercher une station radio cosmique sans savoir quelle longueur d'onde elle émet, ni à quelle puissance. Mais loin de décourager la communauté, ce défi a donné naissance à toute une palette d'expériences ingénieuses. Parce que face à cette particule insaisissable, les physiciens ont dû inventer des méthodes incroyablement ingénieuses pour tenter de la piéger. Et on peut notamment distinguer 3 grandes stratégies différentes. La première de ces stratégies, ce sont les expériences directes. Donc l'enjeu était de fabriquer des antennes à axions. Alors oui, rien que ça. Elle est principalement composée de 2 techniques, dont la première s'appuie sur ce qu'on appelle des haloscopes. Autrement dit, c'est écouter la matière noire locale. L'exemple phare, c'est ADMX, pour Axion Dark Matter Experience, aux États-Unis. Alors comment ça marche? Eh bien sur le papier, le principe, il est super simple. On enferme une cavité de cuivre dans un aimant gigantesque et ultra froid. Puis on l'accorde comme un instrument de musique. Et là, les axions de la matière noire qui traversent en permanence la Terre pourraient se transformer en photons micro-ondes dans ce champ magnétique. Parce que oui, comme on l'a vu tout à l'heure, les axions ont la capacité de se transformer en photons lorsqu'ils sont soumis à des champs magnétiques extrêmement puissants. Le gros problème de cette stratégie, c'est qu'on ne connaît pas la fréquence exacte. En fait, il faut balayer une à une toutes les fréquences possibles, comme chercher un signal FM en tournant lentement le bouton de la radio. Mais heureusement, ADMX a déjà atteint une sensibilité importante. En tout cas, suffisante pour explorer une partie réaliste de l'espace des masses de l'axion. En réalité, cette technique, c'est placer une radio cosmique dans un frigo géant, proche du zéro absolu, et qu'on attendait que l'univers chuchote. Passons maintenant à la deuxième technique visant à découvrir les axions par expérience directe. Et cette technique se base sur les hélioscopes, des véritables lunettes dédiées à l'observation du Soleil. Parce que cette technique, c'est en quelque sorte scruter le Soleil comme une lampe à axions. Parce que oui, pour la faire très simple, si les axions existent, alors le cœur du Soleil doit en produire des milliards actuellement. On a l'expérience française CAST au CERN, qui a utilisé un ancien aimant d'un grand accélérateur de particules pour pointer vers le Soleil et tenter de reconvertir ces axions en photons détectables. Mais bon, comme une fois n'est pas coutume, les résultats sont nuls. Pas encore d'axions à l'horizon à cause des contraintes très fortes imposées par leur masse et leur interaction. Mais on travaille dur, parce que le successeur de l'expérience CAST est déjà en préparation. Il s'agira de IAXO, pour l'Observatoire international des axions. Et ce sera un télescope géant pour axions solaires. Imaginez, des longs aimants supraconducteurs et des détecteurs à rayons X ultra sensibles, et capables de suivre le Soleil comme une fleur qui pivote. Mais quel est l'intérêt ici? Eh bien, comme on l'a vu à peine plus tôt avec les haloscopes, il faut voir le Soleil comme une usine à axions. Par là, je veux dire que si les axions existent, ils doivent être produits en grande quantité dans le cœur du Soleil. Là-bas, les protons et les électrons sont dans un plasma brûlant à des millions de degrés. Et les interactions électromagnétiques peuvent générer des axions qui se dispersent ensuite dans tout l'univers. Ces axions solaires
traversent l'espace sans problème, vu qu'ils n'interagissent quasiment pas. Et lorsqu'ils passent dans le champ magnétique géant de Yaxo, ils peuvent se reconvertir en photons ordinaires. Et comme les axions viennent du cœur du Soleil, les photons créés gardent la même énergie, celle d'un plasma chaud. Donc, dans le domaine des rayons X. Donc en gros, si Yaxo voit un excès de rayons X venant du Soleil, que les modèles solaires classiques n'expliquent pas, ce sera un signe fort de la présence d'axions. On ne cherche pas tous les photons possibles, mais précisément la signature énergétique attendue. Quelques kiloélectronvolts typiques des rayons X solaires. En fait, c'est un peu comme si le Soleil envoyait des messages secrets en axions. Yaxo joue le rôle du traducteur. Il les reconvertit en photons et ces photons se manifestent sous forme de rayons X. Pile là où on s'est regardé. Alors ça, c'était les deux techniques d'expérience directe. La première stratégie pour découvrir l'axion. La deuxième grande stratégie pour dénicher cette particule fantôme. Eh bien, ce sont les indices indirects. Alors comment ça marche? Eh bien en fait, les astrophysiciens fouillent littéralement les étoiles et les galaxies pour chercher des anomalies qui pourraient trahir les axions. Et ces anomalies peuvent être de tout type. Ça peut être un refroidissement stellaire qui pour certaines étoiles comme les naines blanches semble indiquer qu'elles perdent de l'énergie plus vite que prévu, peut-être qu'elles fuitent en axion. Ça peut aussi être des supernovas de type 1987A, dans laquelle les neutrinos détectés ont bien correspondu au modèle. Mais si trop d'énergie avait été évacuée en axion, on aurait vu un signal différent. Ça a permis de fixer des bornes très strictes pour les prochaines observations. Et enfin, une des dernières anomalies stellaires qu'on scrute avec attention, ce sont les excès de rayons X. En fait, dans certaines galaxies, on observe un rayonnement inexpliqué qui pourrait venir de conversion d'axions-photons. Alors après, il faut savoir que les indices sont faibles, parfois controversés, mais ils constituent des cailloux blancs laissés par le fantôme. Alors pourquoi c'est si difficile? Eh bien parce que comme on l'a déjà vu, l'axion interagit des milliards de fois moins que les particules ordinaires. Les signaux attendus sont des trillions de fois plus faibles que le bruit thermique ordinaire. En fait, pour que ce soit pleinement réalisable, les expériences doivent être refroidies à des températures de l'ordre du millikelvin, à peine au-dessus du zéro absolu. Elles devront aussi utiliser des aimants supraconducteurs colossaux et fonctionner dans des environnements blindés contre les interférences radio et électriques. En clair, c'est comme tendre un micro dans un ouragan pour capter le battement d'ailes d'un papillon. C'est extrêmement compliqué, mais pas impossible. Et enfin, la troisième stratégie pour dénicher les axions, eh bien, c'est tout simplement de miser sur l'avenir, là où la science-fiction deviendra réalité. Parce que oui, la chasse aux axions ne fait que commencer. De nombreux projets, chacun avec une approche différente, sont en cours. On a bien sûr le projet Yaxo, dont on a parlé, le télescope solaire géant aux aimants supraconducteurs, et qui est prévu pour la prochaine décennie. On a aussi le projet Mad Max en Allemagne. Alors ce projet est intéressant parce qu'il propose une idée audacieuse. En fait, il va utiliser une série de disques diélectriques pour créer une résonance, où les axions de la matière noire pourraient se transformer en micro-ondes. Un autre projet du nom DM Radio va aussi voir le jour dans les prochaines années. De ce que l'on sait, ce sera un détecteur low-tech, mais redoutablement précis, conçu comme une antenne radio ultra sensible pour écouter des basses fréquences, correspondant aux axions très légers. Et on a enfin deux projets qui sont pour l'instant en cours d'étude, pour voir si c'est réalisable. On a Abracadabra, qui est une bobine magnétique conçue pour entendre les infimes perturbations générées par le passage des axions. Et Casper, qui cherche non pas la conversion axion-photon, mais plutôt les effets subtils des axions sur le spin, des noyaux atomiques, à leur manière. Chacun de ces projets explore une zone différente du zoo des masses, possible pour l'axion. C'est comme si l'humanité lançait des filets de tailles différentes dans un océan, dans l'espoir qu'au moins l'un d'entre eux ramène le poisson mythique. Donc en résumé, la chasse à l'axion, c'est une véritable quête moderne du Graal. Si on le détecte, ce serait une révolution double, pour résoudre le problème CP4 et expliquer la matière noire. Mais en attendant, les physiciens rivalisent l'inventivité, construisant des instruments qui ressemblent plus à de la science-fiction qu'à des détecteurs traditionnels, mais qui pourraient tout changer. Et qui sait, peut-être que le premier signal d'axion existe déjà dans nos données, comme un murmure enfoui dans le bruit, attendant qu'on l'entende. Bon, on a vu à quel point l'ingéniosité des physiciens est sans limite. Des cavités résonantes géantes refroidies presque au zéro absolu. Des télescopes pointés vers le Soleil pour capter d'infimes rayons X.
et même des indices indirects venus des étoiles et des galaxies. Mais alors après des décennies de chasse et des instruments de plus en plus sophistiqués, qu'avons-nous réellement trouvé? Les axions se cachent-ils toujours, insaisissables? Ou bien la science commence-t-elle à entrevoir leurs traces? C'est ce qu'on va voir maintenant. Avec l'état actuel du débat, les résultats les plus marquants et les pistes que les expériences ont ouvertes. Parce que, comme on vient de le voir, même si aucun axion n'a encore été attrapé, les physiciens ne sont pas restés les bras croisés. Chaque expérience, qu'elle ait vu un signal ou non, dessine des frontières précises dans l'espace des paramètres. La masse de l'axion, c'est-à-dire combien il pèse, même si c'est minuscule. Et le couplage, autrement dit, la probabilité qu'il interagisse avec la lumière ou la matière. Par exemple, les hélioscopes, comme CAST, ont montré que si les axions solaires existaient avec un certain niveau d'interaction, on les aurait déjà vus. Donc ces zones sont désormais exclues. De la même manière, les haloscopes, comme ADMX, ont pour la première fois atteint la sensibilité suffisante pour explorer une partie réaliste du domaine des axions de matière noire. Mais pas de résultat. Aucune détection, mais un premier coin de la carte barré en rouge. Aujourd'hui, une large gamme de masses, autour de 1 à 40 microélectronvolts, est déjà sous surveillance serrée. Mais au-delà, la carte reste encore une grande partie blanche. Et c'est pour ça qu'on doit aller encore plus loin. Mais comment? Eh bien, en poussant les frontières de la nouvelle génération technologique. En réalité, les projets actuels et à venir visent à attaquer des zones encore vierges. Et il y en a beaucoup. On retrouve Mad Max, dont on vient de parler et qui est spécialisé dans les masses intermédiaires, c'est-à-dire qui se situe autour de la centaine du microélectronvolt, là où ADMX est moins sensible. Mais il y a encore d'autres projets. On retrouve par exemple Organe, en Australie, qui est un haloscope orienté vers les masses plus lourdes, ou encore ALPS2, en Allemagne, une expérience innovante de type lumière à travers un mur. Alors l'idée est assez innovante, vous allez voir, parce qu'il s'agit simplement d'envoyer un faisceau laser ultra puissant dans un champ magnétique. Le but? Faire la transformation inverse. Si les photons se transforment en axions, ils traverseraient le mur et redeviendraient photons derrière. En fait, ce qu'on voulait voir, c'est si on pouvait capter l'impossible lumière fantôme de l'autre côté du mur. Mais encore une fois, pas de résultat positif pour le moment. Mais on avance. Et c'est ça le point fondamental de ces recherches. C'est qu'on ne recule pas, jamais. En fait, ici, ne pas avoir de résultat, c'est un résultat. Ça veut dire qu'on ne regarde pas encore au bon endroit. Ce que je veux dire par là, c'est que ces expériences ne se contentent pas de répéter les techniques d'avant. Elles ouvrent des nouvelles fenêtres, chacune adaptée à une région précise du paramètre espace. Et ces projets, ça fait quelques années qu'ils sont en cours. Du moins, ceux qu'ils sont aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on a eu le temps d'en éliminer des mauvaises pistes. Malgré tout ce qui a été exclu, le champ reste immense. Et là où on est très fort, je pense, c'est pour créer des hypothèses qui pourraient expliquer pourquoi on n'y arrive pas. Alors pour l'instant, mais alors, qu'est-ce qui nous empêcherait de trouver ces axions? Eh bien par exemple, on sait que les axions ultra légers, ceux en dessous du nanoélectronvolt, restent quasiment inexplorés. Et certains modèles les proposent comme responsables de la formation des grandes structures cosmiques, en agissant comme une onde quantique qui adoucit les halos de matière noire. Autre piste qui pourrait nous aider à y voir plus clair, ce serait l'étude des axions, plus lourds que la gamme actuellement explorée. Tout simplement parce que certains scénarios hybrides de physique, au-delà du modèle standard, les rendent possibles. En gros, ce n'est pas parce qu'on n'a rien vu là où on a cherché que l'axion n'existe pas. Il se cache peut-être juste ailleurs. C'est chercher la fameuse aiguille dans une botte de fond. Mais attendez, pourquoi on cherche autant ces axions? Eh bien c'est simple. En fait, notre intérêt pour l'axion ne s'arrête pas uniquement à la matière noire. Sa recherche résonne dans plusieurs autres champs de la physique moderne, comme les ondes gravitationnelles par exemple, où certains modèles prédisent que les axions pourraient jouer un rôle important. En fait, ils pourraient transformer des condensats autour des trous noirs et modifier la manière dont ils émettent des ondes gravitationnelles. Mais c'est pas tout, parce que les axions pourraient aussi avoir un impact dans un tout autre monde, le monde de la physique des particules. Eh bien oui, au LHC par exemple, même si on ne crée pas d'axion directement, des expériences complémentaires peuvent contraindre leurs cousins théoriques, les ALP qu'on a vus tout à l'heure. Bon, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la chasse n'a pas encore livré le trésor, mais que la carte se précise, avec notamment certaines zones de masse et d'interaction qui sont définitivement exclues. Et en plus de ça, et comme on l'a vu, de nouveaux projets ambitieux ciblent des régions encore inexplorées.
Mais dans tous les cas, l'axion reste un candidat sérieux, aussi bien pour résoudre le problème CP4 que pour expliquer la matière noire. C'est comme si, après des décennies de recherche, les physiciens avaient effacé des pans entiers de l'océan sur leur carte, mais qu'un gigantesque territoire restait encore marqué d'un point d'interrogation. Mais se voiler la face n'est pas constructif en science. Il faut noter que malgré toutes ces avancées, une vérité s'impose. L'axion n'a pas encore été trouvée. Mais loin d'être vue comme une déception, c'est ce qui rend cette quête si passionnante. Chaque bande posée, chaque zone exclue, chaque nouveau détecteur construit nous rapproche d'une réponse qui pourrait bouleverser notre vision du cosmos. Parce que derrière cette particule fantôme se cache un double mystère. Une énigme fondamentale de la physique des particules et peut-être révélée, enfin, de la matière noire, qui façonne l'univers. Alors imaginez, vous cherchez l'axion depuis si longtemps que vous perdez tout repère. Mais là, d'un coup, là où il n'y avait rien, un signal d'axion apparaît. Qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, c'est ce qu'on va aller voir. Parce qu'on est ici au terme de cette quête, de cette découverte de l'axion. Et il est temps de mesurer l'enjeu colossal de cette quête. Parce que l'axion n'est pas une particule comme les autres. Sa découverte bouleverserait à la fois la physique des particules, la cosmologie et peut-être même notre façon de concevoir les lois fondamentales de l'univers. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien si demain, un détecteur capte enfin le signal tant attendu, ce serait une révolution à double détente. Déjà, on aurait enfin trouvé une résolution au problème CP4, un problème vieux de plus de 40 ans, parce qu'on aurait la preuve que la symétrie Peking existe vraiment. Et donc, une explication élégante à la question pourquoi la force forte respecte autant la symétrie entre matière et antimatière. Mais surtout, à ce stade, trouver un axion, c'est arriver à identifier de la matière noire. Ce serait pas juste un détail, ça bouleverserait notre modèle cosmologique, en donnant une identité claire à la trame invisible qui façonne galaxies, amas et grandes structures. Ce serait un peu comme si une seule clé ouvrait deux serrures verrouillées depuis des décennies, celle de la physique microscopique et celle du cosmos entier. En réalité, découvrir l'axion, ce serait pas seulement cocher une case dans le tableau des particules, ça changerait la manière dont on décrit l'histoire de l'univers. Mais comment c'est possible d'en arriver jusque-là à cause de l'axion? Eh bien, on pourrait reconstituer l'abondance d'axions produits après le Big Bang, via le mécanisme du misalignment. Mais si on arrive à faire ça, on pourrait comprendre comment ces particules invisibles ont formé les halos de matière noire autour des galaxies. De là, on aurait des prédictions testables sur la formation des structures cosmiques, comme les amas de galaxies, filaments, vides intergalactiques. En clair, ça donnerait une profondeur nouvelle à notre film du cosmos. On ne verrait plus seulement la lumière provenant de la matière visible, comme les étoiles, le gaz, les galaxies, mais aussi la trame invisible qui guide tout. Mais ce n'est pas tout, parce qu'une découverte de cette ampleur aura aussi des implications sur la physique fondamentale. Par exemple, sur le plan théorique, ce serait un coup de tonnerre. Dans un premier temps, l'existence de la symétrie PQ signifierait qu'il y a plus de structures cachées derrière le modèle standard qu'on ne l'imaginait. Ensuite, elle ouvrirait une nouvelle porte vers les théories au-delà du modèle standard, en admettant la supersymétrie, les cordes et les dimensions supplémentaires. Et pour finir, les axions ou les ALP sont même prédits par certaines versions de la théorie des cordes. Donc leur découverte donnerait un indice tangible que ces idées déroutantes contiennent une part de vérité. Autrement dit, ce serait le premier pas pour valider la théorie des cordes. Et ça, c'est fou. C'est comme si l'axion était un pied de page laissé par l'univers pour nous dire « Vous avez encore beaucoup à apprendre sur moi ». Donc ça, c'est la version joyeuse, celle dans laquelle nous, humains, arrivons à détecter l'axion. Mais si on ne le trouve jamais, eh bien oui, il faut envisager tous les scénarios, y compris le scénario inverse. Que se passerait-il si, malgré toutes les expériences, l'axion ne montre jamais le moindre signe? Eh bien, c'est pas très grave. Dans le sens où ça ne signifierait pas que la quête a été vaine, au contraire même. On aurait exploré des pans immenses de l'espace des possibilités. Et il faudrait inventer de nouvelles théories pour résoudre à la fois le problème CP4 et l'énigme de la matière noire. Et si c'est vraiment le cas, eh bien on ne partira pas de rien. Tout simplement parce qu'il y aura déjà quelques pistes sur la table, comme les symétries encore plus subtiles, qui remplaceraient PQ, de nouveaux types de particules exotiques, comme les neutrinos stériles, ou des révisions profondes de nos modèles de gravité et de cosmologie.
Autrement dit, même un non-résultat est fertile, parce qu'il force la science à rebattre les cartes. Au final, l'axion n'est pas seulement un objet théorique, c'est une idée frontière, soit il existe et il unifiera deux grandes énigmes en une seule révélation, soit il n'existe pas et sa traque aura poussé la physique à se réinventer. Dans les deux cas, la chasse à l'axion est emblématique de la science moderne. Quelque part, si on veut tout résumer en quelques phrases, on peut dire que chercher l'axion, c'est écouter l'univers chuchoter, et qu'on trouve le murmure ou qu'on confirme son silence, on aura appris quelque chose de fondamental sur les lois qui gouvernent tout ce qui est. Mais pour que tout soit clair pour vous, on va faire un petit résumé global de tout ce qu'on a dit. Une sorte de conclusion. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que depuis près d'un demi-siècle, l'axion s'est imposée comme l'un des personnages centraux de la physique théorique moderne. Et tout ça commence avec un casse-tête conceptuel, le problème du CP fort. Une incohérence flagrante entre ce que la théorie de la QCD permet et ce que les expériences montrent. Pour y remédier, Peccei et Kin proposent une idée pour le moins originale, une symétrie nouvelle, qui efface naturellement cette violation indésirable. Et comme souvent en physique, une symétrie cache une surprise. Dans notre cas, naît une particule hypothétique les plus intrigantes, l'axion. À partir de là, l'histoire prend une dimension inattendue. L'axion n'est pas un simple détail mathématique. Il se révèle être un candidat idéal pour résoudre un autre grand mystère cosmique, celui de la matière noire. Invisible, intangible, mais omniprésente. Cette matière qui constitue plus de 27% de la masse totale de l'univers, et qui sculpte la forme des galaxies. Et l'axion, eh bien ça pourrait être le chaînon manquant, reliant la physique des particules à l'architecture du cosmos. Alors depuis les années 80, les physiciens se sont lancés dans une véritable chasse aux fantômes. Des aloscopes aux hélioscopes, en passant par des expériences futuristes comme Mad Max, ALPS2 ou Abracadabra, chaque approche tente de capter le murmure infinitésimal de cette particule, qui interagit à peine avec la matière. Et comme on l'a vu pour l'instant, les résultats se traduisent surtout par des contraintes. Pour l'instant, on sait de mieux en mieux où l'axion ne se trouve pas. Mais loin de décourager la communauté, ça aiguise la quête et pousse des innovations techniques qui frôlent la science-fiction. Parce qu'au fond, quels que soient les résultats des expériences dans les prochaines décennies, seulement deux scénarios s'ouvrent à nous. Si l'axion est découvert, ce sera une double victoire historique. Non seulement il résoudra l'énigme du CP fort, mais il lèvera aussi le voile sur la nature de la matière noire. A l'inverse, si l'axion n'existe pas, il faudra inventer d'autres solutions. Et ce sera tout aussi révolutionnaire, parce que ça forcera à repenser certains des fondements de notre compréhension du réel. Dans tous les cas, l'axion incarne ce que la physique a de plus beau. Une idée née d'un problème mathématique minuscule, qui finit par dialoguer avec l'ensemble de l'univers. Et si on devait résumer l'axion en une phrase, eh bien ce serait celle-ci. L'axion, c'est peut-être la particule la plus discrète de l'univers, mais si on la trouve, elle réécrira à la fois l'histoire du cosmos et celle de la physique. Et elle pourrait peut-être nous permettre de prouver la théorie des cordes. Et justement, je vous mets la vidéo sur la théorie des cordes qui est juste ici, et sinon, je vous mets une autre vidéo sur la mécanique quantique ici, donc un petit peu un sujet lié. On parle, je crois, de chromodynamique quantique dans cette vidéo, donc voilà. Je vous mets ma chaîne divertissement juste ici que je fais avec un pote. On essaie de faire des vlogs, des aventures folles. Et on fait aussi de très gros projets avec des... Enfin, je vous en dis pas plus. Allez voir la chaîne, vous allez voir, c'est très drôle. Et sinon, vous pouvez vous abonner en cliquant sur ma petite tête ici. C'est gratuit. Vous pouvez aussi rejoindre la chaîne. Donc là, c'est payant, mais ça permet de soutenir le développement de la chaîne. Et merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de poser vos questions en commentaire. C'était Zborlos. À bientôt.